Salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous les haters. Cette vidéo s'adresse aux profanes qui ont tapé sur YouTube « Comment devenir franc-maçon » ou alors aux francs-maçons qui ont des amis, des collègues et qui souhaitent entrer en franc-maçonnerie et qui n'ont pas forcément envie ou même l'expérience pour pouvoir parler de la franc-maçonnerie librement. Et puis un peu aussi aux plus anciens francs-maçons qui en ont marre de toujours répéter la même chose et qui maintenant vont dire « Va voir la vidéo sur YouTube, là, ouais, après tu reviens me voir. » C'est donc une vidéo un peu plus longue que d'ordinaire et je te remercie de rester jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, tu sauras comment entrer en franc-maçonnerie et surtout, quand tu seras jeune franc-maçon, comment l'expliquer à tes amis par exemple. Et pour être sûr que j'arrive à cet objectif, j'ai invité un frère qui a 20 ans de maçonnerie derrière lui et qui connaît très bien les rouages interobédientiels puisque c'est aussi celui qui gère le compte Instagram Inspiration maçonnique. Si je l'ai invité, c'est parce qu'il connaît la maçonnerie de toutes les obédiences, un peu tous les rites aussi, donc ça va pouvoir permettre d'enrichir encore le propos et de vraiment t'expliquer comment entrer en franc-maçonnerie. Bonjour à toutes et à tous et merci Hervé de m'avoir invité. Je reçois au moins 3 fois par jour des messages pour me demander des questions sur l'initiation. C'est donc une super bonne idée de faire une vidéo sur le sujet. Par contre, avant d'être initié, il y a pas mal d'étapes. Je propose qu'on parle des prérequis, de la candidature, de la procédure en elle-même et pour finir, du jour où l'on reçoit la réponse. Mais c'est un super bon plan ça! Par contre, est-ce que j'ai le droit de dire que cette vidéo n'est pas du tout faite pour recruter en franc-maçonnerie? Et même à la limite, si t'es juste curieux, tu peux rester chez toi parce qu'il y a vraiment trop de touristes. Dis-leur surtout que ça n'apporte ni l'argent, ni la gloire, ni la réussite. Ça réduira de moitié les questions que je reçois. C'est marrant cette alternance de discours, j'ai l'impression d'être dans C'est pas sorcier. Mais dis donc un spi, comment on devient franc-maçon? Eh bien Hervé, c'est très simple. Regarde. Si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, songe à t'abonner. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Ah, et clique aussi sur la cloche. C'est très important. Moi, ça me permet d'être plus visible. Et toi, ça te permet de recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, tous les dimanches, à 9 h. J'ai aussi une page Facebook, Hervé H. Lecoq, un compte Twitter, Hervé H. Lecoq, et un compte Instagram, Hervé H. Lecoq. Ah, et mon éditeur me dit de te dire que je fais apparemment pas assez la promotion de l'apprenti perdu. Ah bon? Bon, bah, rends-toi sur www.apprentiperdu.fr. Comme ça, tu pourras voir les avis des lecteurs, tu pourras commander le livre, et si par hasard aussi tu connais quelqu'un qui travaille dans la presse et qui pourrait parler de l'ouvrage presse nationale, presse régionale, qui serait intéressé de parler d'un ouvrage sur la franc-maçonnerie, moi je suis preneur, parce qu'en fait j'ai zéro contact. Hervé H. Lecoq. Tu veux devenir franc-maçon ou franc-maçonne? Yeah! Mais pourquoi? Pose-toi la question, pourquoi tu veux devenir franc-maçon? Parce qu'il faut que je te dise un truc avant qu'on continue cette vidéo. Nous, personnellement, on n'a pas besoin de toi. Oh, la douche froide! Non, mais c'est honnête. Que tu viennes ou pas, ça va pas changer nos vies. Si tu viens avec nous en loge, en franc-maçonnerie, dans une des obédiences qu'on connaît, bon, on sera super content. Mais objectivement, c'est ta vie. Si tu rentres en franc-maçonnerie, c'est parce que des membres d'une loge ont décidé que tu étais quelqu'un de bien. Mais on peut se tromper. Je le dis en plaisantant, mais ça permet aussi de relâcher un peu la pression parce que souvent, quand on veut rentrer en franc-maçonnerie, on se met une énorme pression. Donc on va parler des choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Mais avant ça, on va vérifier quelques points. Les prérequis, ton âge. Depuis le 5 juillet 1974, dans tous les moments de ta vie, on te dit que tu es majeur à partir de 18 ans. Mais pas forcément en franc-maçonnerie. Dis donc, Inspi, tu peux préciser un peu tout ça? Tu évoques le 5 juillet 1974, car c'est ce jour-là que la majorité civile est passée de 21 à 18 ans. Dans la plupart des obédiences, officiellement, être majeur suffit. Certaines, toutefois, comme la GLNF, affichent clairement un âge différent, à savoir 21 ans. Dans tous les cas, ça c'est l'officiel. L'officieux est un peu différent. En pratique, peu sont ceux qui entrent à cet âge-là. Moi, par exemple, je suis rentré à 21 ans et je n'ai quasiment jamais rencontré quelqu'un d'initié plus jeune que moi. Tu peux nous dire pourquoi? À 18 ans, t'as un peu d'autre chose à faire que de rentrer en franc-maçonnerie. Genre construire ta vie! Tu fais probablement des études, tu vas devoir te faire exploiter dans une entreprise parce que c'est quand on est jeune qu'il faut se faire exploiter. Peut-être que tu cherches un compagnon ou une compagne aussi. Et la franc-maçonnerie, c'est tout de même prenant. Alors certes, au début, c'est 2 à 3 soirs par mois,
mais ça peut augmenter rapidement au fur et à mesure que tu passes des grades et que tu entres dans les hauts grades et ce genre de choses. Ce qui explique que certains frères et sœurs un peu plus avec de la bouteille, on va dire, vont avoir quelques réticences à permettre à une personne qui est dans sa construction de vie de rentrer en maçonnerie. Et pour ça, faut pas les juger. C'est leur ressenti, c'est leur impression. Puis dis-toi aussi quand même qu'il y a des choses beaucoup plus exigeantes. Genre, tourner ces pages. Un casier judiciaire vierge. N'en déplaise aux complotistes, les obédiences maçonniques exigent toujours de respecter les lois du pays dans lequel on réside. Ceci n'est pas négociable. Il faut donc un casier judiciaire vierge. Pour ceux qui auraient des doutes sur la virginité de leur casier, c'est facile de vérifier. Ça prend 10 minutes pour le recevoir via PDF. On met le lien dans la description. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais été confronté à ce qu'est un casier judiciaire, ça peut être intimidant de devoir en présenter un pour entrer dans une association. Mais contrairement à ce qu'on lit souvent dans les médias, la franc-maçonnerie attache beaucoup d'importance à la moralité de ses candidats. Et ça, c'est généralement tellement évident que beaucoup de frères et de sœurs oublient d'en parler avant d'arriver aux enquêtes. Parrainage ou non. Ensuite, c'est simple. Il y a 3 cas de figure. Premier cas, on connaît quelqu'un qui est franc-maçon, il nous a approchés ou on l'a approché. Deuxième cas, on ne connaît personne en franc-maçonnerie. Et troisième cas, on connaît des gens en franc-maçonnerie, mais on n'a pas envie que ça se sache. Dans le premier cas, c'est très simple. C'est ton parrain ou ta marraine qui va pouvoir répondre à toutes tes questions que tu te poses avant de rentrer en maçonnerie. Sinon, dans les autres cas, tu vas tout simplement aller sur le site d'une obédience, remplir un petit message où tu expliqueras ton souhait de rentrer en maçonnerie, dans quelle ville tu es, pourquoi tu as lancé cette démarche. Alors, s'il te plaît, pas en 300 pages, parce qu'en général, on doit lire ça, quand on nous l'envoie de l'obédience, on doit lire ça en loge, et si ça met 25 minutes à lire, tu pars déjà avec un petit boulet au pied. Donc, tu fais simple. Il existe même des obédiences qui ont des formulaires tout prêts pour faire cela. Mais avant tout, il faut choisir à la porte de quelle obédience on va frapper. Choisir son obédience. Quand tu veux postuler pour un métier, ce que tu fais en général, et là où tu te plantes, c'est que tu envoies des centaines de CV un peu à tout le monde, sans vraiment focaliser sur la société et dire pourquoi tu as envie de rentrer dans cette société et pas dans une autre. Et la franc-maçonnerie, c'est un peu pareil. Il va falloir que tu te renseignes sur les obédiences, savoir si elles sont mixtes, monogenres, savoir s'il y en a de près de chez toi, savoir plein de choses en fait, qu'au départ tu ne sais pas du tout. Rassure-toi, pour t'aider, je vais faire une petite vidéo qui s'appelle « Comment choisir son obédience ?» et dès qu'elle sera disponible, je la mettrai en haut de cette vidéo. En attendant, tu te débrouilles. Si tu as un parrain ou une marraine, c'est beaucoup plus simple, c'est cette personne-là qui va te guider. Parce que par exemple, tu peux très bien avoir un parrain qui est dans une obédience, et toi, tu peux pas y rentrer. Attention toutefois, si cette personne n'est pas du même sexe et qu'elle est dans une obédience monogenre, elle ne pourra pas vous parrainer dans sa propre obédience. Exemple, une femme a un ami qui est franc-maçon à la GLDF, il va pouvoir l'aiguiller vers des obédiences qui pratiquent une franc-maçonnerie mixte ou réservée aux femmes, mais ne pourra pas la faire initier dans sa propre obédience, puisqu'elle n'initie pas les femmes. Oui, car en ce début de 21e siècle, il y a des obédiences qui n'initient que des hommes, que des femmes, ou alors des fois les deux. Par contre, inspiration maçonnique, pourquoi il y a des obédiences qu'on appelle monogenres et d'autres mixtes? Genre, tu le sais pas. Pour une fois que j'ai un invité, tu crois que c'est moi qui veux faire que parler? D'ailleurs, merci d'être resté jusque-là. Ça continue, tu vas voir, c'est encore plus intéressant. Et ça se dit historien de la franc-maçonnerie, non mais non. Bon allez, pourquoi il y a des obédiences monogenres? Eh bien parce que c'est historiquement comme ça que ça s'est construit. Les premières obédiences étaient réservées aux hommes au XVIIIe siècle. La mixité est venue par un long processus que l'on nomme au départ les rites d'adoption, mais qui ne sont pas tout à fait de la franc-maçonnerie à part entière. Puis, fin du XIXe, des obédiences ont ouvert la voie vers la mixité. Ça peut choquer qu'au XXIe siècle, il y ait des obédiences qui ne reçoivent par exemple que des hommes ou que des femmes. Moi par exemple, j'ai été initié dans une obédience qui était monogenre masculine, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des hommes qui étaient initiés, et en fait au bout d'un certain temps, on est devenu une obédience mixte. Et j'ai survécu. Attention, il y a aussi des nuances, c'est-à-dire qu'il y a des obédiences
qui sont officiellement mixtes, mais qui ont quand même des loges au sein de leur obédience qui n'initient que des hommes, par exemple, tel le Grand Orient de France. Il y en a aussi qui restent uniquement masculines, c'est-à-dire Grande Loge nationale française, Grande Loge de France, ou alors en féminin, on pourrait citer par exemple la Grande Loge féminine de France. Et c'est pas grave. On va t'expliquer que entrer en franc-maçonnerie, ça comporte 3 étapes, plus une. La candidature, les enquêtes, le passage sous le bandeau pour acceptation, et ensuite l'initiation. La candidature. Tu t'es renseigné sur la franc-maçonnerie, que ce soit ton parrain, ta marraine qui t'en ont parlé, ou même toi-même par des recherches sur Internet, et tu te dis, je vais franchir le pas. Déjà, c'est très bien. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas en parler à ton parrain, à ta marraine, ou alors tu vas aller contacter une obédience sur Internet. Et là, je te dis attention, nous prends pas pour des jambons. Si tu crois venir en franc-maçonnerie pour faire du commerce, du réseau, eh bien, sache une chose, tu t'es planté d'endroit et on va te cramer. Quand je dis cramer, en fait, ça veut dire que très rapidement, on s'aperçoit si un frère ou une sœur rentre en franc-maçonnerie pour les mauvaises raisons. La bonne raison, c'est de vouloir travailler sur soi, je le rappelle. Même si tu es bon comédien et que tu penses que tu vas pouvoir leurrer tout le monde, il y a forcément, au bout de plusieurs mois ou de plusieurs années, un moment où tu vas te révéler. Et on va te cramer. Ça veut pas dire qu'on va te brûler physiquement, tu visualises quand même, hein, parce qu'il y a peut-être des complotistes qui sont en train de regarder, qui sont déjà en train de taper sur Internet comment les francs-maçons brûlent les gens. Non, si je te dis ça, c'est parce que comme la franc-maçonnerie, c'est un travail personnel, si tu rentres pour faire du réseau, tu vas perdre ton temps et tu perdras le nôtre. Pour ceux qui ne connaissent personne en franc-maçonnerie, il va falloir passer par le site web de l'obédience. Ça peut être assez long, le temps que le webmaster traite la demande, pose éventuellement des questions complémentaires, identifie la loge la plus proche, que le correspondant de cette loge prenne connaissance de la lettre et y réponde. Normalement, comptez 4 à 5 semaines, mais ça peut être beaucoup plus long. De toute façon, la franc-maçonnerie est une école de patience. Entre la candidature et l'initiation ou le refus, il faut compter entre 6 mois et 1 an. Les enquêtes. Tu as fait ta demande, un certain nombre de mois sont passés, et là, tu vas être recontacté pour ce qu'on appelle les enquêtes. Tu vas voir que c'est le président de l'association qui va te contacter, on appelle ça un vénérable maître. Oula, ça fait secte, vénérable maître! Pas du tout. En fait, c'est pas une secte, la franc-maçonnerie, je t'expliquerai juste après pourquoi, mais surtout, ce qu'il faut que tu saches, c'est que vénérable maître, ça vient de l'expression anglaise du XVIIIe siècle, Most Worshipful Master. Très adorable maître. Très adorable maître? C'est bien bizarre. Worshipful, ça veut dire effectivement adorable, mais pas dans le sens gentil, dans le sens plutôt qui mérite l'admiration, donc vénérable. C'est d'ailleurs l'explication aussi pourquoi dans certaines loges, on ne dit pas vénérable maître, mais très vénérable. Most Worshipful, c'est une traduction du XVIIIe siècle. C'est souvent la tradition des modernes. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui dans cette vidéo. T'imagines si on avait gardé le sens littéral? Merci, adorable maître. Son rôle est de discuter avec le candidat pour savoir si le chemin spirituel que nous avons à proposer est en adéquation avec sa motivation. Attention, parfois un vénérable maître ne voudra pas donner suite. Ce n'est pas que la candidature n'a pas de valeur, c'est qu'elle ne correspond pas à ce que la loge a à offrir. Par exemple, dans certaines obédiences, croire en un principe créateur de l'univers est suffisant, alors que dans d'autres, il faut plus spécifiquement croire en Dieu. Mais s'il ne donne pas suite et que c'est un bon vénérable maître, il expliquera pourquoi et éventuellement vous aiguillera vers une autre loge ou une autre obédience. Si tout se passe bien, il faudra rencontrer ensuite des frères ou des sœurs de la loge en question. On appelle ça des enquêtes. Le but, c'est tout simplement de connaître tes intentions et de voir si ça vaut le coup qu'on prenne du temps pour discuter avec toi plus longuement sur ton entrée en maçonnerie. Tu vois, c'est assez drôle parce que les gens s'imaginent des fois la franc-maçonnerie comme une secte, alors que c'est le contraire. Il y a une phrase qu'on dit souvent en loge, c'est qu'une secte, c'est un endroit qui est très facile d'accès, mais où c'est impossible d'en sortir. La maçonnerie, c'est le contraire. C'est très difficile d'y entrer, mais c'est super facile d'en sortir. Tu viens plus. Ou alors, si tu es bien élevé, tu dis « Bonjour, je vais plus venir ». Alors au départ, on va se dire « Mais pourquoi tu viens plus ?» Parce qu'on a envie de savoir, on t'aime bien. Mais si c'est ton choix, ok. Comme disait Villermoz, qui est un maçon célèbre du XVIIIe, quand un frère exprime l'envie de vouloir partir, ouvrez-lui grand la porte. Ça sert à rien de retenir quelqu'un qui n'a pas envie de rester. Vaut mieux au moins le laisser libre de sa volonté et heureux surtout. Passage sous le bandeau pour acceptation. Oh là là. Toutes les obédiences ne pratiquent pas le passage sous le bandeau. Mais si ça t'arrive, voilà ce qui va se passer.
Un jour, tu vas venir poreauter sur un parking. Bien sûr, tu auras oublié de recharger ta batterie de téléphone. Bien sûr, c'est le moment où en fait ça va durer en loge et ça va être interminable, interminable, interminable. Puis quelqu'un va venir gentiment te chercher. On va t'amener jusqu'aux locaux, on va te bander les yeux. Bander les yeux. Oui, en fait, on va te bander les yeux tout simplement parce qu'à tout moment, tu as la possibilité de pouvoir arrêter et partir. Donc, si tu n'as rien vu de ce qui se passe dans une loge, bah, tu vas pas regretter puisque de toute façon, tu n'auras rien vu. En fait, c'est une habitude française qui est dérivée d'une tradition anglaise qui a été un petit peu mal compris, dévoyée, on va dire. C'est-à-dire qu'au début, les francs-maçons du XVIIIe siècle, bah, quand quelqu'un voulait rentrer en maçonnerie, on lui faisait faire le tour pour que tout le monde le reconnaisse. Parce qu'on ne le connaît pas forcément, donc bah, il faut que les frères ils puissent reconnaître la tête de la personne quand ils le voient la fois d'après. Bon, c'est sûr, des fois, ça part vraiment, vraiment loin, parce qu'on est en France, donc c'est devenu... C'est devenu une séance de questions-réponses au XXe siècle. Séance de questions-réponses qui va amener ensuite les membres de la loge à voter pour l'acceptation. Attention, ce n'est pas un examen, ça ne sert à rien de travestir la vérité ou de vouloir jouer un jeu, ça va se voir. Mais si un candidat dit par exemple que sa passion dans la vie c'est de collectionner des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale qui proviennent d'Allemagne, il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait quelques questions sur le sujet. acceptation ou refus. En fait, suite à ce passage sous le bandeau, les membres de la loge vont voter. Alors, il y a différentes manières de voter, bref. Tout ce qu'il faut que tu saches, c'est que qu'importe le résultat, que tu sois accepté ou que tu sois refusé, ça ne veut absolument pas dire que tu es une mauvaise personne ou que tu es quelqu'un qui n'a pas d'intérêt ou on va pas te juger en fait. On juge pas ta personnalité en entier. On juge tout simplement l'adéquation de toi avec la loge. Mais bon, en général, tu verras, les frères sont très contents que tu viennes, parce que comme il y a eu des enquêtes avant, c'est exactement qui va venir, donc vraiment, c'est un truc... souffle. Si par contre la réponse est négative, le parrain, la marraine ou le vénérable maître expliquera pourquoi. Et des fois ce sont des raisons vraiment toutes bêtes. Un décalage entre les enquêtes et les réponses sous le bandeau, l'estimation que la demande n'est pas assez mûrie, ou plein d'autres choses. Il ne faut pas oublier que le passage sous le bandeau, c'est un moment stressant. Et ce n'est pas une discussion. Ainsi donc, les quiproquos peuvent vite s'installer. Il m'est déjà arrivé d'assister au bandeau d'un de mes filleuls et de ne pas du tout reconnaître la personne que dépeignaient les enquêtes et le passage. En cas de refus, le parrain, la marraine ou le vénérable maître conclura généralement en recommandant soit de passer son chemin, c'est rare, soit d'aller vers une autre loge qui correspondra mieux, soit de revenir dans quelques mois. Ça peut paraître étrange, mais c'est très courant. Et pour certains, ça teste la réelle motivation du candidat. Tu crois sérieusement que j'aurais été accepté en maçonnerie il y a 12 ans presque, si on s'était dit que 12 ans plus tard, je serais avec un béret casquette en train de faire des vidéos sur YouTube? On peut revoter. C'est trop tard. Par contre, ça m'a fait très plaisir de partager cette vidéo avec toi. Merci pour ton invitation, Hervé. Dis, pour me faire plaisir, ça te dirait pas qu'on refasse des vidéos ensemble? Avec plaisir pour faire de nouveaux projets, mais on pourrait tester Twitch, Clubhouse et TikTok aussi. Oh, mieux! Et si tu lançais ta chaîne YouTube à toi? Pour ma chaîne YouTube, elle arrive très bientôt. Tu as d'ailleurs eu mon avatar en avant-première. Ce sera le samedi matin vers 10 h. On mettra le lien en description. Et de toute façon, j'en parlerai sur mon compte Instagram Inspiration Maçonnique. Comme on est des trop bons acteurs, absolument personne ne s'est douté que c'était prévu à l'avance. Mais fallait pas le dire, Hervé. Oh là là, celui-là, incapable de tenir un secret. T'es sûr qu'on peut pas voter pour toi? Tiens, j'y pense aussi, tu le sais peut-être pas, mais j'ai sorti un roman de science-fiction maçonnique qui s'appelle L'apprenti perdu. Régulièrement réapprovisionné sur les sites de vente en ligne, tu peux le commander pour te le faire livrer chez le libraire de ton choix. C'est franchement plus sympa. Hein.